Oui, ma vie est menacée, ça c'est un secret de polichinelle. La vie d'autres opposants sont menacées. La vie de Valentin Dianant est menacée, la vie de Korovi est menacée, la vie de Komi, Koutier, la vie de Sébastien Diavon. La vie de chacun de nous est menacée. Et il ne faut pas attendre son tour d'abord avant de se sentir concerné par ce combat-là. Ce n'est pas parce que nos vies sont menacées que nous allons croiser les bras. Moi, je n'ai pas peur. Je préfère mourir pour le Bénin que de mourir pour une autre cause. Et c'est pour ça que je suis debout, que je mène le combat. L'armée par la police. Et je crois que les personnes qui ont été tuées sont nombreuses. Vous avez les événements de Kadiaou, les 1er et 2 mai. Vous avez les événements de Kandi, de Kilibo, de Tchaourou, de Savé, de Kandi également, et plus tard d'autres événements qui ont eu lieu à Boumekalavi. Et je crois que ces martyrs de la démocratie qui ont été tués, vous savez pourquoi ils ont été tués? Parce que Patrice Talon voulait que pour toutes nommer les députés, et le peuple a estimé qu'il ne fallait pas croiser les bras et le laisser faire ce qu'il a envie de faire de notre pays. Et donc, les personnes qui ont été tuées, elles sont vraiment nombreuses. On ne peut même pas vous donner, comment on appelle le nombre de façon exacte, parce que telles que les personnes ont été tuées, vous savez qu'il y a des gens qui ont été tués dont les corps ont disparu. On a des images, on a des preuves où les militaires ont fait en sorte que des corps disparaissent. Il y a d'autres corps qui ont été confisqués. À Moussou, vous avez Candice Sounon Abdel Javad également qui a été tué. Vous avez Mama Assouma qui a été tué. Vous avez Sito Rahman qui a été tué. Vous avez Pera Bachirou qui a été tué. Vous avez Tchabi Kairou qui a été tué. Sani Oru qui a été tué. Vous avez Benyere qui a été tué. Vous avez Aruna Moussiliou qui a été tué. Vous avez Mamadou, Ambroise Biaou, Daniel Lecho, Oru Imoru, Isika, Dimon Oscar, Kouagou Mpo Daniel, Dadje Etienne, Broda Sourajou, Bariba Tachou, Abdou Isao, Théophile Dieudonné Adjaro pour les derniers cas, et Bio Zakari Adam qui a été assassiné à Boumekalavi également. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été quand même tués. Et le travail que nous avons fait par rapport à cela, c'est de faire en sorte que la communauté internationale, notamment les institutions internationales qui s'occupent des questions des droits de l'homme, puissent être au courant de ces massacres, parce qu'il s'agit de véritables massacres des populations civiles à main nue. Je crois qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau précis par des structures spécialisées pour que les auteurs et co-auteurs de ces crimes puissent répondre de leurs actes tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Nous n'allons pas laisser tomber les familles des victimes. Nous n'allons pas abandonner le Bénin. Donc, il y a un travail très, très sérieux, je n'en dirai pas plus ce soir, qui se fait à ce niveau pour que ceux qui sont mêlés à ces crimes puissent parce que ce sont des crimes contre l'humanité, parce que lorsque l'armée tire à balles réelles à bout portant sur les citoyens, lorsqu'on tue des citoyens dans le dos, qui reçoivent des balles dans le dos, comme ce que nous avons vécu à Kadiamoum principalement, je crois que les auteurs doivent pouvoir répondre, et nous laissons le soin aux structures compétentes au plan international et même au plan national, parce qu'il y a des organisations qui font également ce travail de poursuivre et de finaliser les travaux qui sont. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin, publiée chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». S'il y a une chose qui a caractérisé les Béninois au cours des 3 dernières décennies, c'est leur capacité à se parler, à s'écouter. C'est cette quête permanente de mettre l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles. Même si la tentation était parfois grande, plusieurs exemples ont montré que des personnalités béninoises ont oublié le moi pour promouvoir le nous. Depuis 2016, le Bénin n'est plus le même. Le climat politique en a pris un coup. L'opposition doute de la bonne foi du pouvoir. Le pouvoir clame la mauvaise foi de l'opposition. Les querelles de voisinage ont pris le dessus sur l'intérêt général. Les règlements de compte politique sur les lois de la République
crise de confiance au sein de la classe politique, scandale politico-judiciaire, soupçons de tentatives de coup d'État, de tentatives d'assassinat des leaders politiques, le Bénin est parti en vrille. Tous les prétextes sont bons désormais pour ranger les personnes gênantes derrière les barreaux. Les web activistes, les journalistes, les étudiants sont déposés en prison pour un oui ou un non. Les organes de presse sont scellés. La police républicaine fait la veille sur les réseaux sociaux. La violence politique a été instituée comme outil de développement. Le Bénin traverse donc des crises sociopolitiques sans précédent. Toutes les tentatives de médiation ont été sabotées. L'Assemblée nationale, en votant des lois les yeux fermés, sans s'en rendre compte, a mis Patrice Talon au-dessus des lois de la République et a fait de Patrice Talon la loi. Il est devenu le centre de tout. Chacune de ses humeurs devient une loi. Patrice Talon est en même temps chef de l'État et l'État. Pour faire l'état des lieux de la démocratie au Bénin, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous M. Léonce Mbadi, président du Parti pour la libération du peuple. Bonsoir, M. Léonce Mbadi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher ami. Merci pour l'invitation et l'occasion que vous me donnez ce soir pour qu'on discute ensemble de l'évolution de la situation préoccupante au Bénin. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je voulais rappeler que M. Léonce Mbadi est auteur de 2 ouvrages sur la santé et l'économie, et politique du Bénin. Le premier paru en 2018 avec comme titre Le casse du siècle, comment Patrice Talon fait main basse sur le Bénin, son élite, sa démocratie et son agent. Le second publié en 2019 avec comme titre Résistons. Le Bénin à l'épreuve du dictateur Patrice Talon. Je rappelle que l'émission est interactive et participative et les internautes peuvent laisser des commentaires dans le fil de cette vidéo. Monsieur Léonce Mbadi, avant d'être aujourd'hui un acteur politique, vous êtes un journaliste. Quel regard portez-vous sur l'état de la presse aujourd'hui au Bénin en général et en particulier sur le dernier communiqué de la ACIDAT demandant aux médias en ligne de surseoir à toute publication? Merci beaucoup. C'est une très bonne question pour planter le décor. L'état de la presse béninoise aujourd'hui est très dégradant. La presse béninoise est muselée depuis le 6 avril 2016. Pratiquement à 99%, je ne vais pas dire 100%, elle est totalement muselée. Et cette presse est persécutée, elle est traquée, les médias d'expression libre sont écrasés pratiquement. Vous avez la Nouvelle Tribune qui est fermée, vous avez Sika TV qui est traqué, vous avez Soleil FM qui est fermé, vous avez des journalistes d'investigation qui sont emprisonnés pour traquer. Vous avez le cas de Ian Soussou qui vient de passer 6 mois en prison de façon totalement arbitraire. On jette les gens en prison pour des raisons professionnelles parce qu'ils ont fait bien leur travail. Vous avez Casimir Pédio qui continue d'être traqué par la justice politique, la milice judiciaire appelée CRIET. Donc, l'état de notre presse aujourd'hui, elle est totalement dégradant et il est de notre responsabilité de nous battre par tous les moyens légitimes pour faire en sorte que cette presse qui nous a fabriqué, parce que vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, je suis journaliste de profession. J'ai été le coordonnateur des départements de l'Atlantique et du littoral de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Je suis membre fondateur du patronat de la presse du Bénin. Et donc, j'ai travaillé dans une quinzaine de médias au Bénin et à l'étranger. Et donc, je suis un produit fini de la presse béninoise. Et ce que vit, le drame que vit la presse béninoise aujourd'hui me touche particulièrement. Et je crois que nous devons faire en sorte que cette presse puisse retrouver sa liberté de presse. Un autre sujet d'actualité, on sait que depuis l'arrivée du président Patrice Talon, plusieurs agences ont été créées.
La dernière en date qui est annoncée, c'est la création d'une agence de gestion des communes. Est-ce que si ce projet aboutissait, selon vous, est-ce que cette initiative permettra de donner un second souffle aux communes? Bon, avec l'avènement de Patrice Talon à la tête de notre pays, si on doit parler de la décentralisation, nous devons reconnaître que c'est la liquidation de la décentralisation qui est en cours. Les maires aujourd'hui sont nommés, ils ne sont pas élus. Les conseillers communaux et municipaux sont nommés, ils ne sont pas élus. Vous savez très bien que le 17 mai dernier, il y a eu une parodie d'élection communale et municipale qui a permis de mettre à la tête de nos conseils communaux et municipaux des godilots, des maires nommés, des maires fonctionnaires. Et donc, c'est le prolongement de cette dynamique mise en place par Patrice Talon pour soumettre les électeurs et empêcher la compétition électorale. La création des agences ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, parce que ça lui permet de prendre en otage tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. En tout cas, partout où il y a de l'argent à prendre, Patrice Talon est là. Vous savez que c'est un commerçant, c'est un affairiste à la tête de notre pays et qu'il est là par accident. Donc, partout où il y a de l'argent à prendre, Patrice Talon et son clan minoritaire, arrogant et prédateur népotistes sont là pour se remplir les poches. Donc, je crois que la mise en place de ces agences participe donc, à prendre en otage notre économie partout où il y a de l'argent dans le pays. Et ça n'apportera rien à la décentralisation, bien au contraire. C'est le deuil de la décentralisation qui est ici, qu'on appelle, amorcé. Le président Patrice Talon est à moins d'un an de la fin de son mandat. Au cours des 4 dernières années, on a remarqué un certain nombre de projets qui ont été initiés, comme l'asphaltage. Il y a eu la construction des stades et selon certaines informations aussi, il y a eu la réduction du délestage. Quand on prend tous ces projets, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin est en voie d'émergence? Non, pas du tout. Les pays émergents, ce n'est pas de cette façon-là qu'ils se construisent. Nous, au niveau de notre parti, Parti pour la libération du peuple, nous avons été les tout premiers en 2016 à mettre la pression sur le gouvernement, à mettre la pression sur le chef de l'État pour que le gouvernement soit doté d'un programme d'action de gouvernement. Et des mois plus tard, tout au moins un an plus tard, ils ont sorti ce que nous avions appelé un catalogue d'intentions sans cohérence, qui est le programme d'action du gouvernement. Et donc, mais lorsque vous prenez ce programme d'action du gouvernement aujourd'hui, ce qui est prévu, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Et ce qui est prévu ne peut même pas être fait parce que ce programme n'est pas réaliste et réalisable. Donc, ce n'est pas un Bénin émergent qui est en train d'être construit, mais c'est un Bénin meurtri, c'est un Bénin déchiré, c'est un Bénin méconnaissable qui est en train d'être fabriqué par Patrice Talon et son entourage immédiat. Donc, il n'y a pas d'émergence, ce n'est pas les pays émergents, ce n'est pas de cette façon-là qu'ils ont été construits. Patrice Talon est en train de tuer le Bénin. Il a sonné la mort de notre démocratie. Il a démoli les acquis démocratiques. Il a pris en otage complètement les secteurs vitaux de l'économie nationale. Il a tout national, juridique et institutionnel en main. Donc, ce n'est pas de la construction de l'émergence d'un pays. Mais si on prend en compte quand même des informations qui nous parviennent des organisations internationales, le Bénin est passé d'un pays à revenu pauvre à un pays à revenu intermédiaire. Et si on voit aussi les agences de notation qui confirment quand même la bonne santé économique du Bénin, est-ce que ces informations ne sont-elles pas crédibles selon vous? Vous savez, les dictateurs, ils aiment fabriquer les chiffres. Ils aiment fabriquer les chiffres. Ils aiment faire en sorte pour avoir de bonnes notes aux yeux de la communauté internationale. Et donc, c'est du maquillage. Tout ça, c'est du maquillage politique. Je parlerai de cosmétique politique. Et donc, ça n'a rien à voir. Parce que vous devez voir entre ces chiffres qui sont avancés et la réalité, il n'y a pas de photo. C'est entre la nuit et le jour. Donc, les statistiques ou les avancées dont vous parlez, moi, je parle de ce que je vis. Je parle de ce que j'entends, je parle de ce que j'observe, je parle de ce qui est réel. Donc, si nous devons faire le débat sur la base de constats patents sur le terrain, je crois que, comme on appelle, ce qui se passe totalement contraire par rapport à la réalité.
toujours sur le plan économique, on reproche au gouvernement son rythme d'endettement effréné. Peut-on, selon vous, dans un pays pauvre comme le Bénin, amorcer le développement sans faire des emprunts comme le gouvernement le fait actuellement? La question essentielle que nous devons nous poser est de savoir pourquoi le gouvernement se voit obligé de faire des emprunts une fois par semaine, 4 fois par mois ou 2 fois par mois. Pourquoi? Parce que les fonds publics sont détournés par le clan au pouvoir, parce que le clan de pouvoir n'a plus les moyens de faire face aux dépenses de souveraineté. Donc, les partenaires techniques et financiers ne mettent plus la main à la poche. De plus en plus, le Bénin révélé permet à l'opinion publique internationale de comprendre que ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas de la démocratie. Ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas de l'état de renforcement de l'état de droit. Donc, personne ne met son argent dans ce qui n'est pas orthodoxe. Donc, du coup, le pouvoir est obligé de faire cela pour pouvoir payer tout au moins les salaires aux agents permanents de l'État. Et donc, la course effrénée à l'endettement que nous observons depuis le 6 avril 2016, notamment ces derniers mois, ces derniers jours, où chaque semaine, on nous annonce, je crois qu'actuellement, il y a 30 milliards qui sont lancés. Avant 30 milliards, c'était 100 milliards. Avant 100 milliards, c'était 150 milliards. Donc, ils sont obligés d'aller sur le marché financier pour emprunter afin de faire face aux dépenses pressantes qui sont en cours. Et cela veut simplement dire que les caisses de l'État sont vides. Elles ont été vidées par le pouvoir en place, par le clan au pouvoir, parce que vous savez que qu'on appelle les régies financières que nous avons, vous prenez le port autonome de Cotonou, ou bien vous prenez tout au moins la douane, les impôts, le trésor, tout ça. Et vous avez le Bénin comme Bénin Contrôle, qui est une société qui appartient à Patrice Talon, qui gère le programme de vérification des importations nouvelle génération pour le commerce Cotonou. C'est Patrice Talon qui gère cela. Et donc, les recettes vont directement dans les poches de Patrice Talon et qui les volent. Et donc, quand c'est comme ça, ils sont obligés d'aller sur le marché pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. L'un des chantiers sur lesquels... C'est une très mauvaise chose, ouais. Pardon? Je dis que c'est une très mauvaise chose d'aller chaque fois de façon régulière, tous les jours ou bien une fois par semaine, d'aller sur le marché. C'est des dettes qui seront payées, hein, et c'est des dettes à court terme. C'est des dettes à court terme qui seront payées. Donc, Patrice Talon aujourd'hui endette de façon excessive notre pays parce qu'il est incapable aujourd'hui de gouverner, de bien gérer notre pays. Et le peu de recettes que le pays arrive à mobiliser, on ne sait pas là où ça se passe si ce n'est pas dans les poches de Patrice Talon qui se trouve obligé de s'endetter tous les jours pour payer les salaires aux fonctionnaires, pour payer les créanciers et tout le reste. Donc, c'est une très, très mauvaise chose et nous devons combattre cela parce que, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, ces dettes ces emprunts seront remboursés. Okay. L'un des chantiers sur lesquels Patrice Talon aurait été très présent est la lutte contre la corruption. Dans la norme des choses, tous les Béninois devraient accompagner le gouvernement dans cette lutte implacable contre la corruption. Mais comment expliquez-vous les grincements de temps où on accuse parfois le gouvernement de faire 2 poids 2 mesures? Non, il n'y a pas de lutte contre la corruption au Bénin. Ça, c'est une évidence. Il y a une lutte ciblée contre la corruption, ce que d'aucuns appellent chasse sorcière, qui est en cours depuis le 6 avril 2016, où la machine étatique est utilisée pour traquer les voix discordantes, les voix critiques, les voix opposées à celles du gouvernement. Et donc, je ne pense pas, il n'y a pas de lutte contre la corruption au Bénin. Bien au contraire, aujourd'hui, la corruption elle est devenue endémique. Elle est légalisée aujourd'hui. Vous voyez les marchés publics gré à gré qui sont octroyés aux entreprises créées de toutes pièces, aux entreprises écrans créées par les dignitaires du pouvoir. Donc la corruption, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'hier. Et elle est endémique, elle est nourrie, elle est entretenue. Donc il n'y a pas de lutte contre la corruption au Bénin. Nous allons aborder un peu le volet politique des actions du président Talon. Il y a eu la réforme du système partisan qui a abouti quand même, même si l'Assemblée est contestée, à une Assemblée installée en 2019. Et plus récemment, il y a les conseils communaux qui ont été
installés. Ce qui fait dire quand même aux partisans du pouvoir que toutes les institutions de la République fonctionnent. Mais dans la démarche, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché dans la démarche qui a conduit, la démarche utilisée quand même dans la mise en place de la réforme du système partisan, qui fait qu'aujourd'hui, certains ne se sentent pas concernés? Non, il n'y a pas eu de réforme politique au Bénin. Ce que nous avons observé et que nous avons combattu et que nous allons continuer à combattre, c'est que Patrice Talon, pour se maintenir au pouvoir, est obligé de soumettre les grands électeurs et d'empêcher la compétition. Donc, la prétendue réforme du système partisan dont on parle, c'est juste pour verrouiller, pour, comme on appelle, confiner notre démocratie, pour empêcher la compétition électorale, pour faire en sorte que les partis politiques se réclamant de l'opposition ne puissent pas participer aux élections, que ce soit législatives, hein, on l'a vécu en 2019, municipales et communales en 2020. Et donc, ça va être la même chose pour les élections à venir si nous croisons les bras et que nous ne faisons rien. Et donc, il n'y a pas de réforme parce que la réforme politique devrait quand même permettre de régler de façon profonde et juste et moi-même durable les problèmes que nous connaissons et qui sapent la classe politique béninoise de façon générale. Mais telle que cette prétendue réforme est arrivée, c'est juste pour permettre à Patrice Talon de s'éterniser au pouvoir parce qu'il vole, il tue les gens, il fait exiler les opposants, il emprisonne les voix discordantes, il emprisonne les journalistes, il emprisonne les opposants, il vide les caisses de l'État, il tue beaucoup de gens. Donc, il fait tellement du mal qu'il est obligé de tout faire pour s'éterniser au pouvoir. Donc, pour y arriver, il faut trouver... Vous savez, sous la dictature, il y a aussi la légalité. Hein. Il y a des lois qui sont votées par des parlements et par des institutions de la République. Donc, la dictature, c'est aussi des lois votées par des députés. Et c'est en cela que nous parlons de la légalisation de la dictature, que nous parlons de la dictature autocratique. Donc, ces lois ont été votées par des députés godileux, par des députés corrompus, des députés fonctionnaires qui sont nommés par Patrice Talon. Donc, il n'y a pas de réforme du système partisan au Bénin. Patrice Talon a mis en place un national juridique institutionnel qui lui permet de légaliser sa dictature. Mais malgré tout ce qu'on peut reprocher à la réforme, l'objectif initial, c'était quand même d'arriver à quelques grands blocs politiques. Est-ce que cet objectif, au moins, n'a pas été atteint? Il ne revient pas à un gouvernement ou bien à un chef de l'État de décréter la mise en place de deux blocs politiques ou bien de blocs politiques. La démocratie, c'est la pluralité des expressions. On doit pouvoir permettre la pluralité des partis politiques et la pluralité des opinions. Ici, en France, il y a beaucoup de partis politiques. Hein. Vous êtes au Canada, il y a beaucoup de partis politiques également au Canada. Il n'y a pas une loi au Canada qui impose la mise en place de deux blocs politiques. Et donc, une réforme qui doit obliger les partis politiques à se mettre dans des blocs politiques décrétés par un président de la République. Cette réforme n'est pas normale. Vous m'excusez le terme, c'est débile. Okay. Parlant des élections législatives de 2019, on se rappelle des violences qui se sont étalées sur plusieurs semaines entre mai et juin 2019. Plus d'un an après ces événements, on peine à établir un bilan précis. Au niveau de votre collectif, le collectif pour la sauvegarde de la démocratie, avez-vous établi un bilan et surtout, quelles sont les démarches que vous avez menées, par exemple, vers la communauté internationale pour faire la lumière sur ces tueries? Oui, effectivement, hein, dans le cas de ces élections législatives exclusives, il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui ont été tués, assassinés par Patrice Talon, par l'armée, par la police. Et je crois que les personnes qui ont été tuées sont nombreuses. Vous avez les événements de Kadiaoun, les 1er et 2 mai. Vous avez les événements de Kandi, de Kilibor, de Taourou, de Savès, de Kandi également, et plus tard d'autres événements qui ont eu lieu à Boukalabi. Et je crois que ces martyrs de la démocratie qui ont été tués, vous savez pourquoi ils ont été tués? Parce que Patrice Talon voulait que pour toutes nommer les députés, et le peuple a estimé qu'il ne fallait pas croiser les bras et le laisser faire ce qu'il a envie de faire de notre pays. Et donc, les personnes qui ont été tuées, elles sont vraiment nombreuses. Elles sont
on ne peut même pas vous donner, comment on appelle, le nombre de façon exacte parce que telles que les personnes ont été tuées, vous savez qu'il y a des gens qui ont été tués dont les corps ont disparu. On a des images, on a des preuves où les militaires ont fait en sorte que des corps disparaissent. Et il y a d'autres corps qui ont été confisqués. Vous savez même que la dame Prudence Yotou à Moussou, qui a été assassinée, tuée par un officier de l'armée béninoise, un colonel de surcroît, que nous connaissons très bien, et d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, il va répondre de ces actes, qui a été tué à Kadiaoun. Son corps est confisqué jusqu'à aujourd'hui. Je parle de Prudence Yotou à Moussou. Vous avez Candice Sounon Abdel Javad également qui a été tué. Vous avez Mama Souma qui a été tué. Vous avez Sito Raman qui a été tué. Vous avez Pera Bachirou qui a été tué. Vous avez Chabi Tairou qui a été tué. Sani Oru qui a été tué. Vous avez Benyere qui a été tué. Vous avez Aruna Moussiliou qui a été tué. Vous avez Mamadou, Ambroise Biaou, Daniel Lecho, Oru Imoru, Isika, Dimon Oscar, Kouagou Mpo Daniel, Dadje Etienne, Broda Sourajou, Bariba Tachou, Abdou Isao, Théophile Dieudonné Adjaho pour les derniers cas et Bio Zakari Adam qui a été assassiné à Boumekalavi également. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été quand même tués. Et le travail que nous avons fait par rapport à cela, c'est de faire en sorte que la communauté internationale, notamment les institutions internationales qui s'occupent des questions des droits de l'homme, puissent être au courant de ces massacres, parce qu'il s'agit de véritables massacres des populations civiles à Menu. Je crois qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau précis par des structures spécialisées pour que les auteurs et co-auteurs de ces crimes puissent répondre de leurs actes tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Nous n'allons pas laisser tomber les familles des victimes. Nous n'allons pas abandonner le Bénin. Donc, il y a un travail très, très sérieux, je n'en dirai pas plus ce soir, qui se fait à ce niveau pour que ceux qui sont mêlés à ces crimes puissent parce que ce sont des crimes contre l'humanité, parce que lorsque l'armée tire à balles réelles à bout portant sur les citoyens, lorsqu'on tue des citoyens dans le dos, qui reçoivent des balles dans le dos, comme ce que nous avons vécu à Kadiaoum principalement, je crois que les auteurs doivent pouvoir répondre et nous laissons le soin aux structures compétentes au plan international et même au plan national, parce qu'il y a des organisations qui font également ce travail de poursuivre et de finaliser les travaux qui sont en cours. Et nous suivons tout ce qui se passe au plan international dans ce sens également pour que les auteurs puissent répondre de leurs actes. Donc, je rassure les familles des victimes ce soir pour leur dire que nous suivons de près ce qui se passe pour que ceux qui ont tué nos frères, nos compatriotes puissent répondre de leurs actes tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Le plus tôt sera le mieux et nous sommes là-dessus et nous n'allons pas lâcher de l'Est. Vous avez cité tantôt l'exemple du jeune étudiant Théophile Diao abattu devant le campus universitaire lors d'une manifestation pacifique. Comment expliquez-vous la recrudescence ou bien la légèreté avec laquelle les forces de l'ordre font usage de leurs armes au cours des derniers mois? Oui, ça s'explique tout simplement par le fait que Patrice Talon a peur. Et vous qui êtes là, vous dormez mieux que Patrice Talon. Vous avez le sommeil tranquille que Patrice Talon parce qu'il tue les gens. Et donc, celui qui tue les gens, c'est un criminel. Et Patrice Talon est un criminel, c'est un sanguinaire. Et donc, il est dans la dictature, dans l'autocratie qui est mise en place. La forme la plus sévère qu'il utilise est de tuer les gens. Vous savez, j'ai écouté récemment le camarade Valentin Dianotin sur une émission qui faisait une conclusion en disant que Olivier Boko a confié à l'ancien député Arifari Bako, pas Arifari, Bako Idrissou, l'ancien DG de la SONAPRA, qui disait que Olivier Boko lui a confié un jour que la meilleure chose qui puisse arriver à un homme politique, c'est de le jeter en prison, sinon à défaut, on le tue. Donc, également, effectivement, aujourd'hui, au niveau de notre police dite républicaine, au niveau de notre armée aujourd'hui, vous avez des miliciens, des gens qui sont formés, il y a des corps qui sont créés pour aller assassiner de façon crapuleuse des opposants, de façon crapuleuse des gens qui ne parlent pas le même langage politique que le pouvoir en place. Au niveau de la police, il y a un corps
qui est créé aujourd'hui, qui est directement rattaché au directeur général de la police républicaine. Et ce sont ces éléments aujourd'hui qui vont sur le terrain pour tuer les gens. Nous avons des informations fiables, nous avons des preuves, et je crois que des organisations internationales également sont informées. Au niveau de l'armée, vous êtes informé qu'actuellement, Patrice Talon est en train de créer ce qu'il appelle la garde nationale. Cette garde nationale servira à quoi? Servira à tuer, servira à assassiner, servira à commettre des crimes sur ordre direct de Patrice Talon. Parce que au niveau de la police, au niveau de l'armée, ils ont constaté que toutes les tomates ne sont pas pourries dans le panier et qu'il y a quand même des policiers, qu'il y a quand même des militaires, des gens qui refusent de commettre un certain nombre d'actes. Donc, du coup, ils sont obligés de créer des corps parallèles pour être aux ordres, pour qu'ils puissent les utiliser, les manipuler, les instrumentaliser. Donc, ces différents corps qui sont créés, ils sont placés soit directement sous l'égide du directeur général de la police républicaine ou du chef de l'État, c'est pour assassiner. Et c'est en cela que nous devons nous lever comme un seul homme pour mettre fin à cette dictature qui déchire notre pays. Parlant de la police et puis de l'armée, on a constaté aussi au cours des derniers mois, ou sinon depuis l'arrivée de Patrice Talon, beaucoup de désertions. Comment on peut expliquer ça est-ce qu'il y a un malaise au sein de l'armée ou de la police républicaine? Oui, c'est ce que j'expliquais tantôt. Le malaise, il est profond, il est là. Des gens reçoivent des ordres pour tuer des citoyens. Ils en ont tellement tué. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand vous parlez de désertion, il y a beaucoup d'hommes en armes, de militaires ou de policiers qui sont en exil. Il y en a plein qui sont en exil, qui sont en Europe, qui sont dans les Amériques, qui sont en Afrique, dans la sous-région, dans les pays environnants, par rapport au Bénin. Donc, il y en a qui ont commis des crimes, qui ont accepté de commettre des forfaits. Il y en a qui ont refusé et qui sont partis. Il y en a qui sont persécutés. Il y en a qui ne se retrouvent plus et qui sont obligés soit de prendre la clé des champs et de quitter carrément, on appelle le pays. Parce que lorsque vous commettez des crimes, on finira aussi par vous tuer vous-même. Et donc, nous avons des parents, nous avons des proches, nous avons des amis qui sont dedans et qui subissent et qui parlent de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est ça qui explique les situations que nous observons de plus en plus au niveau de la police ou au niveau de l'armée. Je crois que ça a même inquiété également les responsables de la police. Je crois avoir lu un communiqué, je fais quelques mois, où ils se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette vague de départ au niveau de la police ou de l'armée. Ça, c'est tout simplement parce que je suis en train de dire tout à l'heure. Ce sont les tueries, ce sont les assassinats, parce que les gars, on leur demande des missions impossibles, on leur demande d'aller tuer les opposants, on leur demande d'aller tuer les citoyens, on leur demande d'aller kidnapper des journalistes, on leur demande des missions impossibles. Et on leur promet monts et merveilles. Donc, voilà. Donc, ceux qui ont un peu de dignité et de l'honneur, ils refusent, ils quittent carrément leur corps. Vous avez évoqué aussi tantôt le nom du ministre l'ex-garde des Sceaux, Valentin Agossou-Dianontin. On se rappelle que le 24 juillet 2018, son immunité parlementaire a été levée. Ça en a suivi une succession d'événements qui, d'une manière ou d'une autre, et ces événements l'ont contraint en exil en France. Et plusieurs autres personnalités béninoises sont aussi en exil, comme la liste n'est pas exhaustive. Je peux parler de l'ancien maire de Cotonou, Ndéadi Soglo. Il y a M. Sébastien Adjabon, il y a Komi Koutié. Donc, il y a d'autres personnalités qui sont en exil depuis quelques mois, ou bien ça fait déjà 2 ou 3 ans. Pour le gouvernement Talon, sinon, le message officiel, c'est que ce sont des personnalités qui fuient la justice du Bénin, alors que pour les mises en cause, il s'agit d'un harcèlement politique. Pourquoi il est si difficile aujourd'hui de faire confiance à la justice béninoise? Vous savez, je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous dire, à l'heure où je vous parle, il y a au moins 3 000 à 5 000 Béninois qui sont en exil. Entre 3 000 et 5 000 Béninois qui sont en exil aujourd'hui ou qui sont en clandestinité. Et les 2 dernières semaines, nous sommes pratiquement débordés. De plus en plus, les gens arrivent soit par la mer, soit par l'avion, par les airs. Et donc,
la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui peut pousser autant les Béninois? Vous savez bien que les Béninois ne sont pas des aventuriers, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de quitter leur pays, si ce n'est pas pour aller étudier ou puis aller travailler. Ce ne sont pas des gens qui aiment les aventures. Donc, si de plus en plus vous faites ce constat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et n'attendez pas que Patrice Talon et son pouvoir reconnaissent qu'il y a des exilés, parce que j'ai également entendu ce débat où ils disent oui, il n'y a pas d'exilés. Ce n'est pas à eux de dire qu'il y a des exilés à l'étranger ou bien en clandestinité. Il y a bel et bien des exilés. Les noms que vous avez cités tout à l'heure sont bel et bien de potentiels exilés. Hein. Premier Coutier est en exil, et Valentin Diarontin, Liadi Soglo, Sébastien Adiavon, Fatima Madjibril. On est de plus en plus nombreux à l'étranger. Et je suis bien placé pour vous en parler, hein, que, comme je le disais tout à l'heure, que les 2 dernières semaines, il y a beaucoup qui arrivent. Et je ne vais pas également vous faire peur en disant que, en donnant raison au professeur Aimé Avalonton, qui, dans une émission récente, parlait de génocide. Il y a effectivement une dynamique génocidaire actuellement au Bénin. Parce que la plupart de ceux qui arrivent, même aujourd'hui en exil ces derniers jours, ce sont des gens même de certaines régions de notre pays, notamment les gens des collines, les gens de Savè, les gens de Kilibo, de Tchaourou, de Parakou, de Kandi, les gens de la région un peu colline, un peu nord. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont obligés de fuir. Parce que vous savez très bien que l'armée a envahi ces régions-là. Récemment, Patrice Talon avait déployé les chars. Il a tué beaucoup de nos compatriotes qui sont natifs de ces régions-là. Donc, les populations étaient obligées de prendre la clé des champs, soit d'aller au Nigeria, de se retrouver dans des pays environnants. Et ça a fait que beaucoup ont quitté ces régions-là pour se retrouver en exil ou bien en clandestinité, ou soit ils ont un parent qui est arrêté, qui est en prison, et parce qu'on a retrouvé un numéro de téléphone, leur numéro de téléphone dans les numéros de téléphone de ceux qui ont été arrêtés, le pouvoir se met à leur trousse, ils sont obligés de quitter le pays. Et donc, il y a effectivement un vent de génocide qui touche aujourd'hui dans notre pays, parce que il y a des ethnies qui sont ciblées. Je parle des gens de nos compatriotes des collines du Nord qui sont ciblés. Vous avez vu l'ancien président Boni Yayi, ce qu'on lui a fait. On l'a séquestré pendant 50, 52, 54 jours. Et récemment encore, dans le cas du Covid, on l'a séquestré pendant encore au moins 2 à 3 semaines, et également à ce niveau. Donc, il y a un vent génocidaire qui est en cours dans notre pays et qui explique le départ involontaire de plusieurs de nos compatriotes à l'étranger. Peut-être certains diront que le mot est trop fort, mais... le génocide, ce n'est pas forcément quand il y a 1000 morts, il y a 2000 morts, il y a 800 000 morts. Le génocide, ce n'est pas seulement quand 2 ethnies s'affrontent. Lorsque vous persécutez des ethnies, lorsque vous persécutez des gens d'une certaine région donnée et ils sont obligés de fuir, de quitter leur village et d'aller trouver de l'abri dans d'autres pays, je ne sais pas comment vous appelez cela, mais c'est également une option génocidaire. Ok. Donc, restons un peu. Vous avez parlé d'une vague des 2 dernières semaines où il y a eu beaucoup de Béninois qui ont quitté le pays, et puis sûrement peut-être parce que leur vie est menacée. Est-ce que cette vague-là serait liée, par exemple, à la dernière affaire de tentative de coup d'État vers la fin du mois de juin, par hasard? Oui, mais les coups d'État qui sont créés de toutes pièces, c'est pour tuer les gens, c'est pour jeter les gens en prison. Nous ne sommes plus dans un régime normal, nous sommes dans un régime de dictature. Et dans les régimes de dictature, c'est connu pour ceux qui ont fait l'histoire et ceux qui maîtrisent aussi également un peu la géopolitique, et que c'est la fabrication des coups d'État, c'est la fabrication des coups de divers ordres pour chasser les opposants, pour les traquer, pour les tuer. Et donc, il y a beaucoup comme ça hein, qui sont obligés de quitter le pays ou de se mettre à l'abri, de rentrer dans le marché, comme on le dit. Donc, c'est lié à ces événements, c'est lié également à d'autres événements, également qui sont inventés de toutes pièces par le pouvoir en place. Donc, mais je mets un accent particulier sur ces 2 dernières semaines, parce que je suis bien placé pour le dire, que ceux qui quittent beaucoup plus le pays ces derniers jours, c'est beaucoup plus parce que leur vie est sérieusement menacée ou parce que
le régime a tué des parents à eux, des gens proches d'eux, ou a enfermé des gens proches d'eux, et ils sont obligés, pour leur sécurité, de quitter le pays. Sur la question de la justice, on avait commencé par aborder ça. Il y a quand même plusieurs dossiers qui sont envoyés devant la criette, qui ont été vidés. Mais pourquoi, dans le cas des personnalités politiques, on assimile les décisions de la criette à un acharnement politique, puisqu'il y a d'autres dossiers qui sont vidés devant la criette? La criette est créée pourquoi? Et pour qui? La criette est créée parce qu'au niveau de la justice, à un moment donné, Patrice Talon s'est rendu compte que, malgré tout ce qu'on dit, il y a encore quelques rares, très rares magistrats qui ne sont pas prêts à accepter être manipulés, qui veulent faire leur travail conformément à leur serment. Donc, c'est pour contourner ces rares magistrats qui font bien leur travail que Patrice Talon a créé la criette. Pourquoi il a créé? Pour qui il a créé? Il a créé pour nous. Il a créé la criette, la Cour politique de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est pour les opposants. C'est pour les principales figures de l'opposition. Donc, donnez-moi 2 ou 3 exemples de cas ou je ne sais pas, de crimes ou de cas déférés devant cette criette-là qui ne concernent pas des opposants. Les cas que tout le monde, comme on appelle, maîtrise, ce sont des cas qui concernent les opposants, qui concernent les principales figures de l'opposition. Donc, la criette est créée par Patrice Talon pour 2 raisons. La première raison, c'est pour contourner la justice classique. La deuxième raison, c'est pour s'occuper des opposants. OK, on a cité tantôt, par exemple, le nom de certains Béninois, certaines personnalités qui sont en exil. Il y a M. Bertin Korovi, dont la mésaventure a commencé en Guinée équatoriale. Je crois aux dernières nouvelles, il est sous la protection des Nations Unies en Bolivie. Est-ce que quand on est opposant aujourd'hui, on doit craindre même pour sa vie, même si on est en dehors du territoire national? Oui, mais même si on est en dehors du territoire national, ça n'empêche pas le pouvoir en place de continuer sa traque, de continuer de vous persécuter. Et donc, ce qui est arrivé à Bertin Korovi peut arriver à tout le monde, peut vous arriver à vous-même qui êtes là, et c'est d'être quand même courageux de faire le travail que vous êtes en train de faire. Moi, je vous sollicite, je vous félicite. C'est un travail citoyen, un travail patriotique que vous faites, parce que nous n'avons pas la possibilité de parler sur les médias qu'on appelle nationaux au Bénin. L'opposition n'a pas accès aux médias de service public. Donc, ces genres d'initiatives, tout au moins, ça nous permet de bien nous exprimer. Donc, je crois que ce qui est arrivé à Bertin Korovi, ça peut arriver à vous, ça peut arriver encore à moi, ça peut arriver à d'autres personnes également. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Malgré la répression, malgré les persécutions, nous devons rester debout pour le Bénin et combattre Patrice Talon par tous les moyens légitimes pour sortir notre pays de sa situation actuelle. Donc, je profite de votre occasion pour encourager, pour exprimer ma profonde reconnaissance à tous ces compatriotes, à tous ces patriotes, à tous ces démocrates qui se battent, que ce soit sur le sol national, que ce soit sur le plan international de la diaspora, malgré le système de dictature, malgré l'autocratie mis en place par Patrice Talon pour traquer les opposants au Bénin et à l'étranger. Si malgré tout ça, les gens continuent de parler parmi nous, je crois qu'il faut les féliciter et les encourager. Vous-même, M. Léonce Ngombadi, vous avez quitté précipitamment le Bénin, je crois, le 20 octobre 2018. Selon les raisons de votre départ, vous aviez déclaré que vous craignez pour votre vie. Mais certains proches du pouvoir remettent en cause votre bonne foi. 2 ans après votre départ du Bénin, avez-vous aujourd'hui des éléments probants pour convaincre les sceptiques sur les vraies raisons de votre départ du Bénin? Non, je n'ai pas à convaincre quelqu'un. Je n'ai pas de justification. Qui se justifie s'accuse. Et donc, ceux qui disent ça, ils ont la mémoire très courte. Et quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, qui a été le premier à se mettre à cette trousse? Qui a eu le courage de lever le doigt pour dire ce criminel-là, il faut le combattre tout de suite et maintenant? Quand les gens disaient non, il vient d'arriver, il faut lui laisser 2 mois, 3 mois, 6 mois d'abord.
J'ai dit non, on ne lui laissera pas le temps parce qu'on le connaît, c'est un criminel, c'est un prédateur, c'est un affairiste. Ce n'est même pas un homme d'affaires, c'est un affairiste, ce monsieur. J'ai dit, il faut le combattre tout de suite. Qui a été le premier à lever le doigt? Ceux qui le disent ont la mémoire très courte. Donc, moi, je n'ai pas à me justifier par rapport à ça. Il faut laisser les gens bavarder. Vous savez, si vous n'aimez pas que les gens vous critiquent, que les gens vous injurient, les gens vous sabotent, vous dénigrent, vous n'avez pas votre place dans la vie publique. Moi, j'ai ma place dans la vie publique. Donc, je ne perdrai pas mon temps pour répondre aux ragots, pour répondre à ceux qui n'ont rien à faire, qui sont obligés de vivre des histoires qu'ils fabriquent eux-mêmes. Face à la haine et à la jalousie, à la méchanceté, je réponds par la résistance. C'est ce que j'essaie de faire. Je n'ai pas à me justifier. J'ai déjà parlé suffisamment des raisons profondes qui expliquent mon départ du pays. Personne ne quittera le pays, son propre pays, parce qu'il a envie de quitter. Hein. La France, ça fait des années que j'arrive ici. Parfois, j'arrive, je voyage, hein, je viens ici en France parfois 2 fois par semaine. Hein. Avant même d'arriver en exil, les gens ne connaissent pas ma vie professionnelle, ils ne connaissent pas ma vie personnelle. Et donc, ce n'est pas l'exil qui a fait que je suis arrivé en France, ce n'est pas que j'ai envie de vivre ici, pas du tout. J'ai envie tout de suite, si la situation au Bénin venait à trouver une solution juste et durable, dès demain, moi, je vais être le premier à rentrer dans la vie, rentrer dans mon pays. Je n'ai pas envie de rester à l'étranger. Je veux vivre dans mon pays, vivre auprès de ma famille, de mes proches, des gens qui m'aiment, qui me portent dans leur cœur et qui sont sincères avec moi. Donc, si quelqu'un quitte le pays, il a certainement une raison. S'il n'y a pas une raison, personne ne pourra quitter son pays parce qu'il a envie de quitter. Non, je ne vais pas me justifier par rapport à ça. Je laisse les gens bavarder et raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Ce n'est pas au pouvoir de dire qui est exilé, qui n'est pas exilé. Les structures compétentes, ils savent, ils connaissent, il y a des critères, ils savent faire bien leur travail. Donc, je ne suis pas parti salon ou bien assez divorcés sociaux et qui sont déversés sur les réseaux sociaux, qui racontent n'importe quoi tous les jours. Je ne me laisserai pas distraire par qui que ce soit. Je reste concentré sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se battre par tous les moyens. Le Bénin m'a tout donné. J'aime passionnément mon pays, j'aime passionnément le Bénin. Il m'a donné l'éducation, il m'a donné la formation, il m'a donné les opportunités. Et en retour, j'estime que je dois tout lui donner. Et ce que je donne au Bénin depuis le 6 avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est ma vie. Donc, je suis prêt à mourir pour le Bénin. Le plus important pour moi, c'est que mon pays, je puisse être utile pour le Bénin. Et c'est dans ça que je suis. Et malgré les persécutions, je suis en France et je continue d'être persécuté par le pouvoir. Hein, vous le savez, vous le remarquez au quotidien. Mais nous restons debout et nous allons continuer le combat. Patrice Talon, il faut le combattre par tous les moyens légitimes. Il ne faut pas lui faire de cadeau. C'est un dictateur, c'est un criminel. Et donc, je ne regarde pas ces petits détails-là. Vous savez, on se connaît très bien entre les pouvoirs. Ceux qui sont debout et qui mènent le combat, je crois qu'il faut les encourager, il faut les féliciter, il faut faire en sorte que, ensemble, et je ne le cesserai jamais de le dire, dans l'unité, dans la cohésion, dans la cohérence, dans la détermination, nous puissions remettre notre pays sur les rails de la démocratie et de l'état de droit. Dans ce contexte quand même de perte de confiance entre l'opposition et le gouvernement, plusieurs initiatives ont été prises. La dernière en date, c'est pour la restauration de la démocratie et la publication d'un manifeste le vendredi 24 juillet dernier par le collectif pour l'ordre démocratique et républicain au Bénin. Et ce collectif demande entre autres la convocation au plus tard le 31 août d'une assise citoyenne pour se pencher sur tous les problèmes que vous avez soulevés. Que pensez-vous de cette initiative et qu'est-ce que ce collectif peut apporter dans le combat global pour la restauration de la démocratie? Nul ne sera de trop dans le rétablissement de la démocratie au Bénin. Je l'ai dit à plusieurs occasions, je l'ai encore dit hier à un média français, qu'il ne faut pas que les Béninois croisent les bras et attendent l'arrivée d'un Messie. Il n'y aura pas de Messie pour sauver le Bénin. Il n'y aura pas un sauveur qui va tomber du ciel pour sauver le Bénin. Le sauveur du Bénin, comme je l'ai dit, c'est chacun de nous. C'est chaque Béninois, chaque citoyen épris de paix, de liberté, de justice. Donc, toutes les initiatives citoyennes ou politiques prises par des patriotes, par des démocrates, par des amis du Bénin, toutes ces initiatives doivent pouvoir être soutenues. Nous avons un ennemi qui est visible, qui est déjà identifié,
qui n'est pas invincible, nous devons nous donner la main pour que dans l'unité, nous puissions sortir notre pays de sa situation actuelle. Donc, nul ne sera de trop. J'ai reçu le manifeste de ce collectif. Les sujets qu'ils ont abordés, les membres de ce collectif, ce sont des sujets qui sont déjà connus. Les recommandations qui ont été formulées sont des recommandations qui sont déjà connues, qui sont déjà formulées. Donc, s'ils viennent encore pour insister là-dessus, ça veut dire que la question, elle est préoccupante et que de plus en plus, tout le monde se sent concerné par la résolution de la crise. Nous disons qu'aujourd'hui, il y a des préalables. Les préalables, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en prison, qui sont des otages politiques de Patrice Talon, on puisse les libérer. C'est le premier préalable. Et ceux qui sont en prison, c'est Laurent Messaillon, c'est Éléonore Okumansou, c'est Amis Draman, c'est Ferdinand Kombeti, c'est Lot Okoni, Adam Sounon Kondé, c'est Anissé Zanchiro, c'est François Moussinou, Aimé Sassi, Daniel Assekosi, Biotou Alassane et leurs co-détenus emprisonnés dans les mêmes conditions. Le deuxième prérequis, c'est de faire la lumière sur les massacres des populations civiles et les assassinats crapuleux d'opposants et de rendre les corps confisqués aux familles des victimes pour leur permettre de faire leur deuil. La troisième recommandation, c'est de pouvoir créer les conditions favorables pour assurer le retour au Bénin de tous les exilés politiques, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui deviennent de plus en plus très nombreux à l'étranger. C'est d'abroger toutes les lois qui légalisent la dictature autocratique de Patrice Talon. Donc, quand on parle de lois de ce genre, nous faisons allusion au code électoral, à la charte des partis politiques, au code numérique, au code pénal, à la loi sur l'emploi, à la loi sur la criette, la fameuse cour d'exception. Nous faisons allusion également à la loi modificative de notre constitution, modifiée de façon clandestine par des députés Godilo corrompus nommés par Patrice Talon dans la nuit du jeudi 31 octobre au 1er novembre 2019. Et donc, c'est aussi abolir toute forme de censure et de surveillance de masse et de restriction de la liberté d'expression dans notre pays. C'est de libérer les institutions de la République, dont le Parlement de sang, qui est aujourd'hui à nos yeux illégal et légitime. Nous ne reconnaissons pas le Parlement qui est en place. Nous ne reconnaissons pas les maires qui sont nommés. Nous ne reconnaissons pas les conseillers communaux et municipaux qui sont en place et qui sont nommés par Patrice Talon. Donc, il faut libérer toutes les institutions de la République. Il faut mettre fin à la liquidation de la décentralisation par la nomination justement des conseillers communaux et municipaux. Il faut dissoudre sans délai la milice judiciaire qu'est la CRIET. Vous savez que la CRIET a été dénoncée, a reçu des camouflets de la part de la justice espagnole dans le cadre de l'affaire du ministre d'État Komi-Kouché, dans le cadre de l'affaire du président Sébastien Diavon, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, voilà autant d'exigences non négociables pour nous au niveau de l'eau. Si ces exigences ne sont pas prises en compte par Patrice Talon, ça veut dire qu'il n'a pas envie de trouver une solution juste et durable à la crise. Donc, il est de la responsabilité citoyenne et patriotique de tous ceux qui aiment véritablement le Bénin de se donner la main pour que nous puissions régler cette crise-là qui déchire. Le Bénin aujourd'hui est méconnaissable. Les familles sont déchirées. Le Bénin est meurtri. Le Bénin présente aujourd'hui un visage meurtri, un visage méconnaissable. Les gens ne se saluent même plus aujourd'hui à cause de la politique, à cause de Patrice Talon. Et donc, tant que ces exigences-là ne sont pas prises en compte, je résume les plus importantes, c'est la libération sans condition et sans délai des otages politiques, des prisonniers politiques. C'est faire la lumière sur nos compatriotes qui ont été assassinés. Ces crimes ne doivent pas rester impunis. Les auteurs de ces crimes, nous les connaissons. Et ils doivent pouvoir rendre compte. C'est d'abroger toutes les lois
qui légalise justement cette dictature autocratique. Parce que les militaires, les policiers à qui on demande d'aller tuer aujourd'hui sont couverts par des lois mises en place par Patrice Talon. Vous avez, il y a la loi sur le renseignement, sur le secret de défense, sur un certain nombre de choses, votées par des députés irresponsables et apatrides, nommés par Patrice Talon. Donc, il faut abroger toute cette légalité autocratique mise en place par Patrice Talon pour équilibrer le jeu politique, équilibrer le jeu électoral, équilibrer le jeu démocratique. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire en me résumant. Toutes les initiatives citoyennes politiques sont les bonnes aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'elles soient cohérentes pour que nous puissions ensemble, la main dans la main, sortir notre pays de sa situation actuelle. Vous avez abordé tantôt quelques initiatives du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, dont vous faites partie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aimeriez partager avec nous comme initiative de votre collectif? Non, vous savez, au niveau de la diaspora, hein, depuis, moi, ça fait 2 ans que je suis en exil ici, la diaspora n'a pas baissé les bras. Et donc, la diaspora a fait beaucoup de choses et continue de faire beaucoup de choses. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous ces compatriotes qui sont dans la diaspora, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Afrique et autres, qui font vraiment un travail impeccable, formidable, qui se mettent ensemble pour combattre justement la dictature autocratique au Bénin. Et par le biais de ces initiatives, il y a eu des sittings ici à Paris, il y a eu des plaidoyers en direction de beaucoup d'organisations au plan international. Et il y a eu les assises de Paris, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des rencontres avec des personnalités politiques ici en France, des députés, des officiels, beaucoup de gens. C'est toutes ces actions qui ont permis aujourd'hui à la communauté internationale, en tout cas à l'opinion publique au plan international, d'avoir une idée précise sur ce qui se passe effectivement au Bénin. Vous prenez le cas de la France ici, le Parlement français a interpellé le gouvernement français à 3, à 4, à 5 reprises au moins sur la situation au Bénin. C'est grâce justement au travail que nous faisons ici en France et ailleurs. Donc, je crois que ces compatriotes qui sont dans la diaspora sont à féliciter, qui prennent des initiatives citoyennes dans le cadre, que ce soit du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin ou de façon ramassée dans le cadre de la résistance dans la diaspora, parce que l'opposition aujourd'hui au niveau de la diaspora est organisée. Au niveau de la diaspora, il y a la résistance dans la diaspora qui est organisée et la résistance aussi sur le sol national qui essaie également de s'organiser sur le sol national. Donc, il faut féliciter et remercier et encourager tous ces compatriotes dans la diaspora qui se battent comme ils peuvent à leur manière pour contribuer au rétablissement de la démocratie au pays. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une émission interactive. Donc, nous recevons des questions des internautes. Donc, nous allons voir rapidement quelques-unes de ces questions, si vous avez des éléments de réponse. Il y a M. Raoul Soret qui a laissé une question. Je lis la question comme ça, sans modifier, comme il a écrit. Ma question à M. Léonce Mbagi est celle-ci. Vous avez parlé des conflits d'intérêts avec l'actuel locataire en place. Quels sont ces conflits d'intérêts dont vous parlez? À peu près, oui, c'est sa première question. Oui, mais les conflits d'intérêts, lorsque une société appartenant au chef de l'État prend les marchés publics, il y a un conflit d'intérêts. Bénin Contrôle, ça appartient à qui? Ça m'appartient à moi. Atral, ça appartient à moi ou bien à ma famille? Ça appartient à Patrice Talon. Le port autonome de Cotonou est géré aujourd'hui par qui? Par quelle structure? Quelle structure collecte les recettes de l'État aujourd'hui? C'est Bénin Contrôle, ça ne m'appartient pas et ça ne m'appartient pas à ma famille, ça appartient à Patrice Talon. C'est un exemple patent de conflit d'intérêts au sommet de l'État. Atral, qui est chez moi à Lada et qui appartient à Patrice Talon, c'est un conflit d'intérêts au sommet de l'État. Patrice Talon, il est dans tous les secteurs vitaux de l'économie. Même l'aéroport de Cotonou, qui gère, c'est pas ma famille qui gère l'aéroport de Cotonou, c'est Patrice Talon. Il est dans les noix d'Acadou, c'est pas ma famille, c'est pas moi, c'est Patrice Talon. Partout où il y a de l'argent, il est là.
Donc, nous sommes ils nagent dans le conflit d'intérêts en permanence. Les marchés gré à gré, illégaux. C'est pas moi, c'est Patrice Talon. Et le coton, c'est pas moi, c'est Patrice Talon. Le coton béninois aujourd'hui qui pousse dans un champ à Bani Kouara quelque part, ça appartient à Patrice Talon. Ce sont autant d'exemples partants qui prouvent, qui montrent à suffisance que Patrice Talon nage en plein dans les conflits d'intérêts. Une autre question d'un autre internaute, je crois qu'il a mis un nom d'emprunt, Enfant béni, c'est ça que je lis. Il demande, je crois, vous avez abordé un peu le sujet rapidement, si votre vie est menacée aujourd'hui et quelle est votre position par rapport aux prochaines élections? Oui, ma vie est menacée, ça c'est un secret de polichinelle. La vie d'autres opposants sont menacées. La vie de Valentin Dianot est menacée, la vie de Korovi est menacée, la vie de Komi, Koutier, la vie de Sébastien Diavon, la vie de chacun de nous est menacée. Et il ne faut pas attendre son tour d'abord avant de se sentir concerné par ce combat-là. Ce n'est pas parce que nos vies sont menacées que nous allons croiser les bras. Moi, je n'ai pas peur. Je préfère mourir pour le Bénin que de mourir pour une autre cause. Et c'est pour ça que je suis debout, que je mène le combat. Et pour moi, aujourd'hui, par rapport à 2021, j'ai déjà dit à tous ceux qui sont proches de moi, je l'ai déjà dit publiquement, sur plusieurs médias ici en France, qu'il y a des préalables. Moi, je préfère me concentrer sur ces préalables-là. Ces préalables, c'est d'abord la restauration de la démocratie et de l'état de droit. D'abord. Finissons d'abord avec ça et puis on verra le reste. Je ne suis pas dans le reste. Ce qui m'importe aujourd'hui, ce qui me motive aujourd'hui, c'est comment je fais avec les compatriotes, patriotes et démocrates pour qu'on ramène la démocratie, pour qu'on restaure la dignité et l'honneur de notre pays, pour que la liberté revienne, que les gens puissent voyager librement, que les gens puissent quitter un point A pour aller à un point B sans avoir peur de se faire tuer, de se faire assassiner ou de se faire jeter en prison. Ça, c'est le combat que je trouve le plus essentiel de tout. Si nous ne travaillons pas à restaurer la démocratie, s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas d'institution républicaine forte, il n'y a pas d'élection digne de ce nom, il n'y a pas d'élection crédible. Donc, le combat que tout Béninois doit mener aujourd'hui, essentiellement, c'est d'abord la démocratie d'abord, l'état de droit d'abord, nos libertés d'abord, le Bénin d'abord. Sauvons d'abord le Bénin et puis on verra le reste après. Il y a deux autres questions, je crois, une question de Christian Ola et de Monsieur Lavigne, à peu près le nom que je vois, mais qui sont déjà, vous venez d'aborder, c'est par rapport à la présidentielle de 2021, qui demande à peu près si vous aurez un candidat à présenter. Vous avez dit déjà qu'il faut des préalables. Et donc, on peut passer sur ces questions rapidement. Que pensez-vous, M. Humbadi, de la situation de la mairie de Parakou? Ça, c'est quelqu'un d'autre qui pose cette question. Aussi, concernant les élections présidentielles de 2021, si elles se passent comme les autres élections législatives et communales, que pensez-vous? À peu près, vous pouvez apporter le premier volet par rapport à la mairie de Parakou, oui. Moi, je ne reconnais pas les élections municipales et communales de mai 2020, pardon, et les communales de 2020, je ne les reconnais pas. Donc, je ne veux pas aborder un sujet que je ne maîtrise pas, je ne le reconnais pas. Et ceux qui sont en place sont nommés par Patrice Talon, et donc ils n'ont qu'à régler ça entre eux là-bas. Nous n'avons pas de maire, nous n'avons pas de conseillers communaux légitimes et légaux, donc il faut passer à autre chose. Et ça doit même nous motiver à renforcer le combat républicain pour que nous puissions sauver notre pays, pour pouvoir mettre en place des institutions républicaines qu'il faut et fermer cette page douloureuse, cette page noire, cette tâche de honte que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Donc, Parakou et autres, ça ne regarde que les gens du pouvoir, ce sont eux qui ont nommé les maires. Donc, si la Cour suprême annule l'élection de quelqu'un qui est nommé, c'est le problème, nous pas régler ça entre eux. Battons-nous pour le Bénin d'abord et puis on verra le reste.
Il faut que les gens, le débat de 2021, on fait ça, et qui on va positionner. Non, ce n'est pas ça le débat. Il ne faut pas se tromper de cible et de combat. La cible aujourd'hui, c'est la gouvernance de Patrice Talon. Le combat aujourd'hui, c'est la restauration de la démocratie de l'État de droit. Ne nous trompons pas de cible et de combat. La cible, c'est la gouvernance autocratique, mafieuse et népotiste de Patrice Talon. Et le combat, c'est le rétablissement de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme au Bénin. Finissons avec ça d'abord. Balisons le terrain pour que, même si demain là, le diable le Satan même va tomber du ciel pour dire qu'il veut diriger le Bénin, il ne puisse pas faire comme Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui. Nous devons trouver une solution juste et durable à cette crise profonde qui déchire notre pays, de sorte que dans 30 ans encore, dans 20 ans encore, ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne puissions plus les vivre. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont tuées par Patrice Talon. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont en exil à cause de Patrice Talon, qui sont en clandestinité, qui sont en prison à cause de Patrice Talon. Vous n'avez pas idée. Parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Parce que ce n'est pas encore arrivé à un proche, à un membre de votre famille. Ce qui se passe aujourd'hui est cruel. Ce qui se passe au Bénin, c'est du jamais vu. Donc, ne nous trompons pas de cible et de combat. Mettons-nous ensemble. Donnons-nous la main. Personne ne peut gagner ce combat-là seul. Si quelqu'un pense qu'il peut le faire seul, il se trompe. C'est ensemble. L'union fait la force. C'est ensemble que nous allons combattre cette dictature-là de Patrice Talon. Donc, donnons-nous la main et battons-nous pour rétablir la démocratie d'abord. Après ça, on verra comment on va gérer le reste. Mais s'il n'y a pas de démocratie, il ne peut pas y avoir le reste. Vous connaissez, le fichier électoral? Est-ce que le téléspectateur qui a posé cette question, je suppose qu'il est béninois. Est-ce que son nom est dans le fichier électoral? Avec les manipulations, les tripatouages qu'il y a eu avec Safran, avec Ravip et tout le reste, est-ce que son nom est dans le fichier électoral? C'est un autre combat à mener. Le combat du fichier électoral, c'est notre combat à mener. Il a qui au niveau de la Sénat pour regarder et voir comment les choses se passent? Il a qui au niveau de la Cour constitutionnelle pour voir et regarder comment les choses se passent? Vous voyez toutes ces lois qui sont mises en place là pour légaliser la dictature, pour empêcher l'opposition de participer aux élections. Vous voyez le verrouillage du système électoral qui n'a plus de sens aujourd'hui dans notre pays. Quand vous voyez tout ça, ça veut dire qu'il y a un combat essentiel à mener. C'est d'équilibrer d'abord le jeu démocratique, équilibrer le jeu politique, équilibrer le jeu électoral. C'est le combat des combats. Si nous ne nous engageons pas dans ce combat qui est le combat des combats, tout le reste là, c'est pour renforcer la dictature autocratique de Patrice Talon. Moi, je suis dans le combat des combats qui consiste à rétablir la démocratie et l'état de droit d'abord. Après ça, on verra. Quand il y aura la démocratie, quand il y aura la liberté, quand chacun de nous peut rentrer au pays, quand ceux qui sont en prison pourront recouvrir leur liberté, quand ceux qui sont tués, on pourra retrouver leur corps et permettre à leur famille d'aller faire leur deuil, et on pourra sanctionner les auteurs de ces crimes crapuleux, de ces crimes contre l'humanité. Quand nous allons arracher notre économie des mains des criminels, des gangsters qui sont à la tête de notre pays, quand nous pourrons maintenant nous asseoir à la faveur des assises nationales. Nous devons aller aux assises nationales pour remettre notre pays en mouvement, pour remettre notre pays sur les rails, pour tracer un véritable nouveau départ pour le Bénin. Il faut un véritable nouveau départ pour le Bénin. Parce que la crise qui nous frappe aujourd'hui, elle est profonde. Ne cherchons pas à cicatriser la plaie juste à la surface. Cicatrisons la plaie de façon profonde pour que 2 ans après, qu'après Patrice Talon, qu'on ne se retrouve pas encore en face d'un opportuniste, en face d'un criminel, d'un gangster, d'un bandit à la tête de notre pays. Et 2 ans après, 3 ans après, nous allons encore nous retrouver en exil, en prison ou nous faire tuer. Donc, moi, je suis partisan pour une résolution de crise de façon juste et durable pour qu'on puisse mettre les balises pour que même si Satan ou bien son petit frère ou bien son grand frère, le grand frère de Satan va descendre là.
qu'ils ne puissent pas. Vous avez vu au Ghana comment Ronnie s'appelle au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est un pays, un véritable pays démocratique. Il y a des institutions fortes. Vous prenez le cas des États-Unis. Aujourd'hui, le président américain Trump a envie de faire un certain nombre de choses, mais il y a la Cour suprême qui est là, il y a des juges fédéraux qui sont là, qui lui disent non, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des institutions fortes. Mais au Bénin et en Afrique en général, nous avons des présidents forts et des institutions faibles. Et c'est ça qui explique tout ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Donc, travaillons à sortir le Bénin d'abord de sa situation actuelle, à restaurer d'abord la démocratie, à restaurer d'abord l'état de droit, à restaurer les libertés démocratiques, les libertés fondamentales, à permettre aux journalistes de faire leur travail d'investigation, de faire leur travail d'information, à permettre aux défenseurs des droits humains de faire leur travail, à permettre aux différentes couches sociales, la société civile et autres, de faire pleinement et convenablement de leur travail. Mais ils ne peuvent pas faire pleinement et convenablement de leur travail s'il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas la liberté, s'il n'y a pas l'état de droit, s'il n'y a pas une justice de qualité. Ils ne peuvent pas le faire. Et c'est cela qui nous motive aujourd'hui dans le cadre de combat que nous menons. Donc, pour me résumer, la démocratie d'abord, le Bénin d'abord, l'état de droit d'abord, c'est l'unique combat du moment à mener. Après ça, nous allons aux assises nationales pour refonder notre pays, refonder notre république. Et après ça, lorsqu'on aura les différentes structures qu'il faut, on pourra régler les autres problèmes. Si on parle des élections et on sort, on pourra les aborder. Merci. Et avant d'aller à votre mot de fin, j'avais annoncé aussi vos deux ouvrages. Si vous voulez dire en 2 ou 3 phrases un mot sur vos publications, et puis surtout s'il y a des auditeurs ou bien ceux qui nous suivent qui sont intéressés, à quel niveau ces ouvrages sont disponibles? Ces 2 ouvrages, c'est ma voix, c'est mon temps, ce sont mes sacrifices, mes douleurs. Ce sont des livres d'histoire, des livres de souvenirs remplis d'anecdotes. J'invite tous les Béninois, tous les amis du Bénin, même ceux qui ne sont pas du Bénin, d'acheter, de lire ces 2 ouvrages, Le casse du siècle et comment Patrice Talon, c'est de ça qu'on parle, comment Patrice Talon a pris en otage notre économie, notre argent, l'élite, notre démocratie. Et ce livre parle des conflits d'intérêts au sommet de l'État. Le second livre qui parle de la résistance, qui fait le point de la violation récursive des droits de l'homme au Bénin, qui fait le point des tueries, qui fait le point des personnes qui sont emprisonnées. C'est un livre pour que dans 50 ans, dans 10 ans, les crimes de Patrice Talon ne puissent pas rester impunis. Vous savez, en 90, après la conférence nationale, qui nous a permis d'avoir la démocratie, les tortionnaires sous Kérékou, vous savez très bien qu'ils sont devenus des démocrates. On a même vu certains d'entre eux qui ont été nommés ministres d'État, chargés de la défense, sous Mathieu Kérékou, vers la fin de son mandat. Alors que ces gens-là, ils ont tué nos compatriotes. Donc ceux, les tortionnaires, les criminels, sont devenus après des démocrates. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de bruit, il n'y a pas eu suffisamment d'écrits sur la gouvernance de Mathieu Kérékou. Donc, aujourd'hui, il y a 2 livres qui sont là. Il y a Le casse du siècle, il y a Résistons, le Bénin à l'épreuve de la dictature autocratique de Patrice Talon, qui fait le point, jour par jour, nuit par nuit, seconde après seconde, de comment Patrice Talon gère notre pays. Et c'est un livre, comme je l'ai dit, pour l'histoire, que j'invite les uns les autres à aller l'acheter. Les gens peuvent faire leurs commandes en ligne sur Amazon, sur Fnac, n'importe où. Il suffit seulement de taper ça dans Google, ils vont se retrouver. Ils peuvent faire leurs commandes, même en étant au Bénin. Ils peuvent recevoir ça directement à la maison. Ok, nous sommes au terme de cette émission. En guise de mot de fin, est-ce que vous pouvez nous préciser, j'allais dire, les portes de sortie à la crise actuelle au Bénin? Quelles sont, selon vous, vous avez parlé d'un certain nombre de préalables. Si on veut se résumer, quelles sont les portes de sortie aujourd'hui pour que le souci ou bien le désir de la restauration de la démocratie soit une réalité au Bénin? Les portes de sortie, on ne blague pas avec un dictateur.
on ne dialogue pas avec un dictateur, parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a les oreilles bouchées. On ne s'amuse pas avec un dictateur. Un dictateur, c'est comme une bombe. On ne la met pas dans la bombe. Sinon, quand elle s'explose, les dégâts sont énormes. Un dictateur, on le combat à visage découvert. C'est ce que nous essayons de faire depuis plus de 4 ans. La sortie de crise dépendra de chaque Béninois. J'insiste là-dessus. Si nous voulons que la solution puisse être trouvée demain, lundi, nous sommes capables de trouver la solution. Et la solution passe d'abord par notre unité. La solution passe d'abord par notre unité, par notre cohésion, notre cohérence, par notre organisation de façon méthodologique. Dans les communes, dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers de ville, dans les administrations et services et dans la diaspora, pour vaincre l'autocratie en restaurant pas tous les moyens légitimes la souveraineté populaire. Il faut multiplier, diversifier les luttes pour mettre fin à cette gouvernance autocratique qui déchire notre pays, à cette gouvernance de pillage, de famine, et pour la tenue des assises nationales en vue de tracer le nouveau chemin dont je parlais tout à l'heure. Donc, la sortie de crise, c'est permettre à chaque Béninois épris de paix, de justice et de liberté de se sentir concerné. Il ne faut pas que les gens disent oui, ce sont eux, ce sont les leaders. Non. Dans tout le monde est concerné, tout le monde est touché. Ce n'est pas seulement les leaders politiques de l'opposition que Patrice Talon frappe. Les travailleurs sont concernés. Les enseignants sont concernés. Vous avez vu la vague, les 503 ou je ne sais pas combien sont radiés récemment là. Les travailleurs sont concernés. Les artisans, les étudiants sont concernés. Ils n'ont plus leur bourse comme hier. Les élèves sont concernés. Les femmes sont concernées. Les femmes qui bénéficiaient des programmes sociaux, de microcrédit pour l'autonomisation des femmes, on appelle quand les femmes doivent aller accoucher, les programmes sociaux mis en place par le régime précédent pour leur faciliter la tâche, tous ces programmes. Donc, la gouvernance de Patrice Talon touche toutes les couches sociales de notre pays. Donc, tout le monde doit pouvoir se sentir concerné. Ensemble, nous serons forts. Mais divisés, nous mourrons tous un à un, les uns après les autres, certains plus rapidement que d'autres. Donc, nous taire pour mourir, c'est faciliter l'effondrement total de notre pays. Donc, nous ne devons pas nous taire pour mourir, nous devons continuer par nous battre. C'est pourquoi je félicite beaucoup nos compatriotes qui sont à l'intérieur du sol national et qui sont dans la diaspora, qui, malgré la répression qui s'abat sur chacun de nous, continuent de se battre, de prendre des initiatives pour que nous puissions le plus tôt possible sortir notre pays de sa situation actuelle. Donc, il faut qu'on se donne la main pour mettre un terme au règne de la faim, au règne de la pauvreté, de la misère généralisée pour le peuple, pendant que la casse au sommet de l'État s'octroie des salaires, des avantages populaires exorbitants. Donc, il y a du devoir républicain, du devoir patriotique et citoyen de chacun de nous de se sentir concerné. Il y a beaucoup insisté là-dessus, il faut répéter, je répète finalement, pour que les compatriotes comprennent qu'il ne faut pas croiser les bras et attendre un merci venu du ciel ou attendre un merci tombé du ciel. Il n'y aura pas de merci tombé du ciel. Il n'y aura pas de sauveur tombé du ciel. Chacun de nous doit contribuer à la restauration de la démocratie dans notre pays et le plus tôt serait le mieux pour chacun de nous. Merci beaucoup, Monsieur Léonce Mbadi. Je retiens que il faut aller vers peut-être une assise qui permet de refaire le socle de la démocratie au Bénin. Comme vous l'avez dit, même si le diable devient président demain, qu'il ne puisse plus manipuler les lois comme il le souhaite. Et vous avez cité aussi un certain nombre de préalables qui sont nécessaires. Je peux revenir pêle-mêle sur ça. Par exemple, l'abrogation des lois décriées. Vous avez parlé du retour des exilés, la libération de ceux qui sont en prison. Et
Donc, le combat, vous avez demandé aussi que le combat soit un combat du peuple. Il ne faut pas qu'on attende nécessairement un merci, que c'est tous les Béninois, en tout cas, qui aspirent à un mieux-être. C'est tous ces Béninois-là qui doivent s'engager pour que le vivre ensemble que nous avons connu au cours des 30 dernières années, qu'on puisse refaire ce milieu, cet écosystème de mieux-être, de vivre ensemble pour tous les Béninois, où chacun est libre de sortir et de rentrer dans son pays sans plainte pour sa vie. Je vous remercie pour votre disponibilité et je remercie aussi tous les internautes qui sont restés avec nous et ceux qui ont laissé des questions. Nous avons eu quelques difficultés techniques au départ. Je présente encore nos excuses et pour la prochaine fois, nous essaierons de faire mieux. Merci et puis à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. No me kuso no me gudo bobo. Oi ko ero bewe kaka.